Bien. Retour de la pause. On continue avec la Guinée. 7 morts dans des heurts liés aux mesures barrières. 7 personnes ont été tuées mardi à Conakry et dans le nord-ouest de la Guinée lors de heurts avec les forces de l'ordre liées à des barrages routiers contre le coronavirus et aux coupures d'électricité. C'est ce que la police a communiqué. Il y a eu 5 morts à Koya et 1 à Doubreka, 2 préfectures proches de Conakry où des manifestants ont protesté contre l'érection de barrages pour isoler la capitale à cause du coronavirus. Et à Koya, ils ont saccagé la police et la gendarmerie selon le commandant de Kaba. Bon, les mesures barrières, l'isolement d'un certain nombre de localités, tout ça, ça freine les activités et c'est difficile aussi à vivre pour beaucoup de populations. Au moment où on s'attendait que ça soit le coronavirus qui tue, voilà un gouvernement guinéen. Tout ça aussi, c'est à comptabiliser dans les morts de coronavirus. Qui tue ses profits. Jusqu'à quand Alpha Condé va finir par tuer les Guinéens. On en compte de trop là. C'est comme si Alpha Condé c'est pas lui qui appuie sur je pense que Alpha Condé ne réfléchit pas. Hein. C'est un chef d'État. Mais son passé là, il a oublié d'où il est venu, quoi. Il a fait 40 ans dans l'opposition. Hein. Mais Alpha Condé a vite oublié d'où il est venu. Il est venu à Lomé ici, moi je l'ai vu. En temps, il était opposant au président Lassana Conté. Je l'ai vu, j'ai parlé avec lui. Il était opposant. Mais qu'est-ce qu'il fait là, de la Guinée? Il est devenu chef d'État. Il est devenu chef d'État, il veut seulement son troisième mandat. Il veut son troisième mandat et c'est ce qu'il est en train de faire. Il tue vraiment les Guinéens. Je crois en tant que défenseur des droits de l'homme, moi je commence par interpeller RADDHO, les associations de défense des droits de l'homme, pour que vraiment ce monsieur-là soit traduit. Il faut que je sois au pouvoir actuellement ou bien après lui, ça va terminer son 4e ou bien son énième mandat, il faut que ce monsieur-là, il faut qu'on le traduise devant la cour, quoi. Je ne sais pas, la cour africaine, parce qu'il en fait de trop, là. Il fait souffrir tellement les Guinéens. Les Guinéens meurent au jour le jour. Et voilà ce que les forces de sécurité en Guinée ont encore, pendant cette crise, cette crise sanitaire, voilà ce qu'il est en train de faire. Les gens manifestent justement parce qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement, il y a eu des barrages, les activités sont au rabais. Mais c'est comme si les gens nous disaient dans des villages, quand on était en tournée, nous dire que, écoutez, le coronavirus ne va pas nous tuer, mais c'est la faim qui va nous tuer. Parce que nous n'avons rien à manger. Donc, coronavirus ne va pas nous tuer, mais c'est la faim qui va nous tuer. C'est exactement ce qui se passe. Ouais. Et voilà, les gens ont manifesté. Et dans les manifestations, c'est vrai quand même que les Guinéens ont renoué avec des violences, des manifestations violentes. Juste parce qu'à cause de ce monsieur-là, à cause de Alpha Condé. Ça fait mal. Le moment, ça fait mal. Même si moi, je ne cautionne pas la violence. Les manifestations violentes, je ne les cautionne pas. Parce que je suis un mouvement non violent. Mais c'est parce que sa position, jusque-là, qui n'était pas claire, mais qui est aujourd'hui claire. Puisque un de ses collègues l'a félicité pour avoir changé la Constitution. Et maintenant, briguer encore. Changer la Constitution, c'est pas mauvais en soi. Mais quand c'est peut-être les intentions derrière. L'intention, c'est souvent pour tous les pays africains, c'est ça. Mais est-ce que le fait même de ce brigand comme notre mandat est-il anticonstitutionnel? Ne dévoyons pas le débat. Non, je crois que le débat, c'est sur. Non, le débat, c'est sur. Notre débat, c'est sur les victimes de ces mesures barrières. Tu ne peux pas nous interdire de faire ce débat. Moi, je dis simplement que bien sûr, je vais répondre au passage avant de vous répondre. En réalité, le fait de modifier la Constitution... C'est pas bon pour lui, là. Parce que quand il était opposant... Non, laissons tomber. On y va. La loi est d'ordre général et non personnel. De toute façon, des manifestants qui sont morts dans des manifestations, et on le voit très bien, par exemple, au niveau du bouclage de Conakry, de son isolement des autres villes, il y a des manifestants qui disent qu'ils sont lassés de se faire racketter et maltraiter par les forces de l'ordre avant d'entrer et de sortir de Conakry. Donc, le problème est là. Comment on peut racketter encore les situations, les citoyens dans ce les militaires aussi. Prendre de l'argent aux gens encore dans ces situations. C'est là. Où les pauvres citoyens n'ont rien. C'est un sujet très passionnant pour le pasteur de c'est un sujet de prédilection. C'est mon domaine. De son domaine. Alors moi, ce que je peux dire aussi, c'est que on n'a pas compris, ou on ne comprend toujours pas pourquoi les forces
qui ont été mises en place par les gouvernants pour amener les citoyens à respecter les mesures barrières sont devenus ennemis du peuple. En quelque sorte. C'est ça, on peut le dire ainsi. Parce que si on peut aller jusqu'à des morts, ça veut dire c'est grave. Mais le peuple, ce n'est pas celui-là qu'on combat. C'est le virus qu'on combat, en réalité. Donc, il faut beaucoup plus de méthodes au niveau des forces de l'ordre. Méthode, professionnalisme et patriotisme. Il va falloir qu'on soit un contre cet ennemi invisible. Au Kenya, on a tué. Au Nigeria, on en a tué. On ne comprend pas pourquoi. On n'a pas besoin de brutalité. Il y en a eu au Togo aussi. Tu dis? Il y en a eu au Togo. Oui, il y en a eu au Togo aussi. Mais on ne comprend pas cette brutalité. Mais au Togo, les choses sont allées autrement. On a changé le commandement et les choses se sont apaisées. Maintenant, il n'y a plus personne ne parle de violence dans les rues. Quand vous sortez la nuit, moi je suis sorti après 20h, en temps c'était après 20h, après 21h. Bon, il n'y a plus de violence. On vous interroge, vous vous arrêtez, on vous interroge, vous êtes courtois, les forces sont courtoises avec vous, vous aussi vous êtes courtois. Et puis, les choses sont réglées. Soit on vous permet de partir, ou on vous interroge pendant des minutes. Mais ailleurs, je vois que les choses, ça s'amplifie et il y a des morts. Les Africains doivent réfléchir autrement parce que ce n'est pas le peuple guinéen qui est l'ennemi à combattre. Et puis, l'autre chose qui est tellement importante, c'est là. Si les gouvernants s'étaient hasardés à adopter une politique de confinement total, vous imaginez un peu ce que ça serait, ça aurait été... Oui. Ça aurait provoqué une crise sociale généralisée, difficilement à gérer. Une explosion sociale. Une explosion sociale, parce que tout d'abord, on n'a pas de moyens. Regardez par exemple la France, qui est en train de déconfiner parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils ne peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Il faut faire tourner l'économie. Aujourd'hui, les Guinéens sont en train de souffrir parce que l'Africain vit au quotidien. C'est finalement, tout le monde rejoint le président sénégalais. Il faut apprendre à vivre avec. Il faut apprendre à vivre avec le Béninois, le président béninois. Il a été clair dès le départ. Il a été clair dès le départ. Mais à ce niveau aussi, il faut permettre, comme il y a des gens de bonne volonté qui partagent un peu, mais il faut que tout le monde soit solidaire vis-à-vis de ça. Parce que c'est une période de solidarité. C'est une période de solidarité. Il y a trop d'inégalités dans les pays africains. Que ceux-là qui en ont beaucoup arrivent à partager, qui soient solidaires vis-à-vis de ceux-là qui n'ont pratiquement rien. Parce que ceux-là qui sont en train de manifester au niveau de la Guinée, c'est parce qu'ils n'ont plus rien. Ils n'ont rien et on les raquette encore en plus. C'est-à-dire le peu qu'ils ont pour subvenir pour gérer leur quotidien, on leur prend encore. C'est ça qui est encore compliqué. Je me demande, quelle est la position de l'Union africaine dans cette situation même? Parce que c'est vous qui êtes... La souveraineté des États. Mais on parle de la souveraineté. L'Union africaine, peut-être qu'elle ne peut que condamner à la fin. Mais regardez, depuis que cette crise-là a commencé... Depuis que cette crise-là a commencé, il y a l'Union européenne qui s'active tous les jours. L'Union européenne prend des communiqués régulièrement. L'Union européenne fait des sorties régulières. Des vidéoconférences. L'Union africaine, elle est où dans cette histoire-là? Le mec devait condamner cela et appeler les Africains à plus de solidarité. L'Union africaine devait sortir des fonds pour soutenir les États africains. Parce que l'Union européenne le fait pour les États européens. La Banque centrale européenne le fait pour les États, les États européens, les États occidentaux. Tu as oublié que le siège de l'Union africaine est construit par un autre pays. Là, ils ont de l'argent où? Moi, j'aurais aimé plutôt que Kadhafi soit vivant dans cette crise-là. Alors qu'il n'est plus. Oui, pour qu'on le voit venir en aide aux pays africains. Ça, sincèrement, quel que soit ce qu'on reprochait à Kadhafi, aujourd'hui, on sent quand même que les pays, je crois que personne ne le dit, mais on sent que son absence, le fait qu'il n'est pas là, c'est ça Kadhafi, quand sa générosité donnée aux autres pays. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est chacun pour soi. Chacun pour soi, même si les mesures, vous savez, les mesures qui ont été prises, c'est des mesures universelles, dont les couvre-feux, l'état d'urgence. Donc, il y a quelques pays qui ont dit non, nous allons aller avec un autre rythme pour ne pas faire de copie, de copie-coller. Bon, donc, j'avoue quand même que avec il y a un chef d'État, je ne sais pas qui disait que ce qui va être le pire challenge, enfin, les défis pour les pays africains, c'est après coronavirus, parce que ça va créer une explosion sociale. Mais il a dit, mais ce n'est pas après, c'est au cours
Actuellement, c'est ça. Ce n'est pas après coronavirus, c'est maintenant, même pendant, quand on est vraiment dans le vif même du sujet, on sent que les gens ne peuvent plus. Puisque les mesures, des milliards qu'on a annoncés, sont où? Les milliards que les chefs d'État ont annoncés, c'est où? C'est où? Dans ces pays, dans les des mesures d'accompagnement qu'on a annoncées, c'est où? Vous allez dans les villages, les gens se débrouillent, ils attendent impatiemment ou bien patiemment, je ne sais pas, les mesures d'accompagnement qui ne viennent pas. Bon, voilà un peu la situation. Et c'est peut-être sûrement le coronavirus est venu pour dire aux gens, d'abord, pour mettre les gens dans leur de se situer dans leur inconstance, dans leur incapacité de diriger après tant d'années au pouvoir, parce que il y a pas, on a vu aujourd'hui, on est devant le fait accompli qu'il n'y a pas des structures sanitaires, il n'y en a pas. C'est maintenant on est devant le fait accompli qu'on est en train de courir à va-vite pour chercher, pour coller les choses, bon, dire on va faire ceci, on va enlever des gens ici, on va les mener, ainsi de suite, ainsi de suite. On voit un peu tout ça. Et je crois quand même qu'on doit tirer des conséquences, donc des leçons de ce fait, de ce fléau, et après, on verra ce qu'il y a de faire. Mais moi je vois toujours la Guinée est toujours assise sur une brèche. À tout moment, qui s'explose. Parce que la volonté mégalomane d'une seule personne, après son mandat, il va faire toujours un autre. Et c'est ça. Mais c'est ça. Il n'a pas encore dit qu'il fera. Mais il n'a pas encore. Pourquoi il fait tout ça? Regardez, tous ceux qui sont morts. Je n'ai pas encore le chiffre. Mais ceux qui sont morts dans cette affaire de constitution, de référendum, depuis là, au Guinée, je n'ai pas encore. En même temps, il y a aussi l'opposition qui met un peu d'huile sur la braise et ça prend feu. Bon. Mais c'est l'autre qui a dit, écoutez, j'ai fini mon mandat, c'est fini pour moi. Ça non, de toute façon, quel que soit qui voudra changer la constitution, il y aura toujours cet éternel débat. Bon. Ici, il fait honte. Moi, me fait honte. Le bouclage de Conakry, disons-le, c'est ça qui provoque la situation. Mais peut-être aussi qu'il faut expliquer aux populations que lorsque vous voyez des gendarmes, des policiers à leur checkpoint, c'est pas qu'ils sont là pour le plaisir, c'est qu'on leur a demandé d'empêcher les gens de rentrer. Il ne faut pas qu'ils raquettent. Que les gens ne viennent pas. C'est ça. En même temps, quand vous aussi vous demandez à rentrer, quand vous demandez à rentrer, c'est que c'est une manière de monnayer. On va vous raqueter. De monnayer le déplacement. Attendez. C'est comme quand vous demandez à rentrer. C'est comme ici. Moi, je connais des gens depuis qu'on a isolé Lomé, mais qui font des va-et-vient entre Lomé et d'autres villes. Quand vous leur demandez comment, ils disent nous glissons 2000, nous glissons 5000. Quand vous-même vous êtes prédisposé à aller tenter le policier, le gendarme. Bon, oui, mais parce que vous avez quelque chose à faire quelque part. Mais attends, prenez, laissez passer, simplement. Oui, si les gens ont une certaine urgence, la meilleure méthode serait, vous avez une certaine urgence pour rallier d'autres villes, allez prendre un laisser-passer, voilà, et puis c'est fini. Et puis vous évitez le pire. Ouais, on évite cette petite situation-là. C'est l'occasion d'éviter nos concitoyens, parce que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas justement quand il faut parler de laisser passer. Vous allez au ministère de la sécurité ou au ministère de la justice territoriale. Vous avez une urgence à l'intérieur. Une autorisation de circuler, et laisser passer, et puis vous passez. Quand vous montrez aux forces de sécurité, on sait que vous laisse passer. On vous laisse passer. Mais c'est une question de sensibilisation. C'est parce qu'on ne nous a pas trop sensibilisés à ça. Non, c'est très important que ce sujet-là, qu'on puisse l'évoquer. Mais vous aurez l'occasion de l'évoquer encore dans d'autres émissions pour que les concitoyens sachent que effectivement ils peuvent aller quelque part avoir le laisser passer ou bien l'autorisation de circuler. Et puis, ils ne seront pas confrontés à ce genre de bousculade. Oui, parce que vous avez parlé d'un point très important. Est-ce que les Africains pensent réellement à l'après-coronavirus? Les dirigeants africains, est-ce qu'ils en pensent vraiment? C'est la question que moi je me pose quand vous voyez les gens étaient surpris, mais la pensée après le coronavirus... Les Occidentaux en pensent... Ils en feront avec. Oui, les Occidentaux en pensent déjà. Mais nous, est-ce qu'on en pense? On en pense. C'est là où il faut amener les dirigeants à y penser fondamentalement pour voir comment on peut reconstruire notre continent sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan politique, pour pouvoir relever le continent. Parce que ce virus a montré toutes nos limites. Toutes les limites. Nos incapacités. Nos incapacités. Notoires. Notoires dans cette situation-là. C'est pas qu'en Afrique. Hein. Oui, c'est en Europe aussi. Regardez, si on ne peut pas... On nous a dit dans ce monde qu'il y avait des pays développés, qui avaient toutes les structures. On a vu le flottement qu'il y a eu. Oui.
Oui, mais regardez par exemple, si on n'est pas arrivé à faire un confinement total, c'est que nous avons manqué suffisamment de moyens. Il va falloir que nous pensions à reconstruire notre économie pour avoir une économie solide. Pourquoi des jours à venir, qu'on puisse réussir à faire 2 semaines, 3 semaines, 1 mois de confinement, parce que nous aurons de l'argent dans les caisses. À la pause et on revient après pour continuer avec le dernier sujet.